Le jeune juge Harold Brenner pensait qu'il s'agirait d'une affaire simple, contre un adolescent étranger, jusqu'à ce que l'accusé commence à démanteler la procédure comme un avocat chevronné. L'atmosphère à l'intérieur du tribunal du comté de Los Angeles était lourde, presque étouffante. Des rangées de spectateurs se pressaient dans la salle d'audience, chuchotant entre eux tandis qu'ils observaient la scène se dérouler. La table de la défense semblait trop grande pour le jeune homme qui se tenait à côté, les mains dans les poches et le menton relevé, juste assez pour montrer qu'il n'avait pas peur. Nikolai Petrov, 18 ans, accusé de vol de voiture et de résistance à l'arrestation. Les charges étaient non graves, mais la façon dont le juge Brenner le regardait montrait clairement que le véritable procès n'avait pas grand-chose à voir avec la loi. Brenner se cala dans son fauteuil et tapota du bout des doigts la surface polie de son bureau avec dédain. Il observa Nikolai par-dessus ses lunettes, les lèvres courbées dans une expression oscillant entre la moquerie et le mépris. « Vous vous prenez pour un expert en droit ?» Sa voix était sèche, presque amusée. « On n'est pas dans un club de débat, petit. D'où venez-vous? Vous avez besoin d'un traducteur ?» Des rires se propagèrent dans la salle. L'huissier, le sténographe, même le procureur, tous semblaient partager la plaisanterie. « Je suis né ici, votre honneur. Je suis américain et je parle parfaitement anglais, » répondit calmement Nikolai. « Bien sûr, » ricana Brenner. Avec cet accent et cette apparence, Nikolai ne broncha pas. Il ne rit pas. Il avait passé des années à se préparer pour ce moment. Pas celui-ci en particulier. Il n'avait jamais prévu de se retrouver sur le banc des accusés. Mais il connaissait les rouages d'un tribunal, comme sa poche. Alors que les autres adolescents mémorisaient les statistiques de basket, il apprenait par cœur les textes de loi. Pendant que ses amis jouaient aux jeux vidéo, il organisait des procès fictifs dans sa tête, débattant de cas imaginaires avec lui-même. Sa mère, Yelena Petrova, avait travaillé comme assistante juridique pendant plus de 20 ans. Nikolai avait grandi en écoutant les histoires qu'elle rapportait à la maison, comment les procureurs sautaient parfois des étapes, comment certains juges avaient leurs favoris, combien d'avocats commis d'office étaient incapables de faire correctement leur travail. Il avait tout absorbé. À 12 ans, il lisait déjà des documents juridiques, comme d'autres garçons lisent des bandes dessinées. À 14 ans, il était déjà capable d'analyser un procès avec plus de détails que la plupart des étudiants en droit. À 16 ans, il avait assisté à plus de 200 audiences, assis en silence dans la tribune, observant chaque mouvement, chaque tactique, chaque erreur. Sa famille avait immigré d'Ukraine lorsque Nikolai n'avait que 5 ans. Son père Dimitri était ingénieur. Sa mère travaillait dans le système judiciaire. Ils étaient venus chercher le rêve américain, mais ils avaient trouvé autre chose. Des préjugés subtils mais persistants, des regards méfiants, des suppositions basées sur l'accent et le nom de famille. Dimitri était mort dans un accident du travail lorsque Nikolai avait 15 ans. L'entreprise avait tenté de refuser toute indemnisation, invoquant une négligence. C'était la première fois que Nikolai voyait le système judiciaire de près et constatait à quel point des avocats coûteux pouvaient déformer la vérité. Sa mère a failli tout perdre, mais Nikolai a étudié l'affaire, trouvé des incohérences et découvert des preuves que les avocats de l'entreprise avaient cachées. Yelena a obtenu l'indemnisation qu'elle méritait, mais cette expérience a marqué Nikolai à jamais. Il a compris que la connaissance était le pouvoir, et que sans pouvoir, la justice n'était qu'un joli mot. Mais tout cela importait peu au juge Brenner. Pour lui, Nikolai n'était qu'un adolescent étranger en difficulté. « Finissons-en rapidement », soupira le juge en feuilletant le dossier. « J'ai une partie de golf à 14 heures. » Le public rit à nouveau, mais cette fois quelque chose avait changé. Les lèvres de Nikolai esquissèrent un sourire presque imperceptible, car Brenner venait de commettre sa première erreur, mais personne dans la salle ne l'avait remarqué. La procureure Gina Ellsworth se leva de son siège avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà gagné. Son tailleur était impeccable, sa posture parfaite, et sa voix trahissait la confiance acquise à force de répéter le même discours des centaines de fois. « Votre honneur, l'État prouvera hors de tout doute raisonnable que l'accusé Nikolai Petrov a été pris en flagrant délit dans un véhicule volé, une Audi A6 de 2022, signalée comme disparue quelques heures avant son arrestation. Les agents l'ont poursuivi dans le centre-ville, où il aurait tenté de s'échapper avant d'être arrêté. Ses empreintes digitales ont été retrouvées sur le volant. L'accusation soutient que les preuves parlent d'elles-mêmes. Ces mots avaient du poids. Le public dans la salle s'agita, chuchotant entre eux. À première vue,
Tout semblait concluant. Une voiture volée, une course-poursuite, une tentative de fuite. Le juge Brenner jeta un coup d'œil à Nikolai par-dessus ses lunettes, puis reporta son regard sur Ellsworth. « Continuez. » La procureure s'avança vers le banc des jurés, ses pas résonnant sur le sol avec une assurance acquise à force de répétition. La défense tentera peut-être de vous convaincre qu'il s'agit d'un malentendu, que M. Petrov est victime des circonstances. Elle se retourna et fixa Nikolai pour la première fois. Mais soyons honnêtes, quel genre de victime fuit la police? Surtout un jeune homme qui n'est manifestement pas d'ici. La tension dans la salle monta d'un cran. Le juge Brenner se pencha en avant, le menton appuyé sur sa main. Nikolai ne scia même pas. Ellsworth poursuivit en feuilletant une pile de documents. « Votre honneur, j'ai ici le témoignage de l'agent Samuel Torres, qui a personnellement vu l'accusé au volant avant qu'il ne tente de s'enfuir. Le véhicule a été confirmé comme étant volé. L'arrestation a été effectuée conformément au protocole. » Brenner expira par le nez et hocha la tête. Cela semble assez simple. Pour la plupart des personnes présentes dans la salle, cela l'était certainement. Une voiture volée, une course-poursuite, une arrestation. Cependant, Nikolai avait passé trop d'années à étudier les procès pour ne pas voir les failles dans cette histoire. Il resta néanmoins silencieux, observant, attendant. Ellsworth poursuivit. En plus d'avoir volé le véhicule, l'accusé a violemment résisté à son arrestation. L'agent Torres a déclaré qu'il avait été nécessaire d'utiliser la force pour le maîtriser. Le comportement de M. Petrov était erratique et agressif, ce qui correspond à celui d'une personne consciente d'avoir commis un crime. De nouveaux murmures s'élevèrent dans la salle. Certains spectateurs secouèrent la tête en signe de désapprobation, jetant un regard méprisant à Nikolai. De plus, poursuivit le procureur, lorsqu'il a été interrogé par les agents sur sa présence dans le véhicule, l'accusé n'a pas été en mesure de fournir une explication cohérente. Ses réponses étaient évasives et contradictoires, un comportement typique de quelqu'un qui sait qu'il ment. Nikolai prit mentalement note. Ellsworth brossait un tableau très précis, mais chaque détail qu'elle ajoutait était une corde supplémentaire qui pourrait la pendre plus tard. Le juge Brenner tapota légèrement son marteau sur le banc. Voyons voir ce que la défense a à dire. Il se tourna vers l'avocate commise d'office pour Nikolai, une femme nommée Isabelle Torres, qui n'avait pratiquement pas dit 3 mots depuis son entrée dans la salle. Isabelle Torres était visiblement dépassée. Elle avait un dossier contenant des dizaines d'autres affaires, et il était évident qu'elle avait passé peu de temps à étudier celle de Nikolai. Elle se leva, nerveuse. « Votre honneur, mon client !» Nikolai posa une main sur le bras de l'avocate, lui demandant silencieusement de se taire. Elle hésita, puis se rassit, presque soulagée. C'était la première fois que Nikolai prenait la parole depuis la première question. « Je me représenterai moi-même, votre honneur. » La salle fut plongée dans un silence absolu. Le juge Brenner le regarda, visiblement amusé. « Vous allez vous représenter vous-même. Mon garçon, savez-vous où vous êtes ?» La voix de Nikolai était calme et ferme. « Oui, votre honneur. J'exerce mon droit constitutionnel à me représenter moi-même, garanti par le 6e amendement. » La précision juridique de la réponse fit cligner des yeux Brenner. Un murmure parcourut l'audience. L'huissier haussa les sourcils. Le procureur Ellsworth eut un petit rire. « Ça va être intéressant. Un enfant qui joue à l'avocat. » Mais personne ne riait lorsque Nikolai fit un premier pas en avant. Quelque chose dans son attitude avait complètement changé. L'hésitation adolescente avait disparu, remplacée par une confiance tranquille qui fit se pencher plusieurs personnes dans la tribune. Tout le poids de la salle se concentra sur Nikolai, tandis qu'il ajustait sa posture et sortait enfin ses mains de ses poches. Il laissa le silence s'installer un peu plus longtemps, suffisamment pour que tout le monde sente le changement d'énergie. Puis enfin il prit la parole. « Votre honneur, avant de commencer, j'aimerais clarifier certaines procédures avec l'accusation. » Ellsworth haussa un sourcil et croisa les bras. « Continue, gamin. » L'utilisation méprisante du mot « gamin » n'échappa pas à Nikolai, mais il garda son sang-froid. « Procureur Ellsworth, lors de votre déclaration liminaire, vous avez mentionné plusieurs éléments de preuve spécifiques. J'aimerais les confirmer un par un. »« Ce n'est pas nécessaire, » dit Ellsworth avec impatience. « En fait, c'est la procédure standard, » répondit calmement Nikolai. « Vous avez dit que l'agent Samuel Torres m'avait personnellement vu au volant avant de m'arrêter. Est-ce exact ?» Ellsworth expira avec irritation. « C'est exact.
Et ce témoignage est consigné par écrit dans son rapport officiel, signé et daté? Bien sûr. Vous avez également mentionné qu'il y avait eu une course-poursuite. Combien de voitures de patrouille ont participé? 3 voitures de patrouille, répondit Ellsworth en consultant ses notes. Et les 3 étaient équipées de caméras embarquées en état de marche. Ellsworth hésita une fraction de seconde. Oui, enfin, la plupart, ou toutes, insista Nikolai. Toutes, répondit Ellsworth fermement. Nikolai acquiesça, puis s'adressa au juge Brenner. Votre honneur, sur la base de ces confirmations de l'accusation, je voudrais présenter ma première requête. Brenner fronça les sourcils. Laquelle? Je demande que le témoignage de l'agent Torres soit rejeté comme preuve pour cause de falsification. La salle explosa de murmures. Ellsworth bondit de sa chaise. Objection! C'est absurde. Sur quoi fondez-vous cette accusation? Demanda Brenner, qui lui accordait désormais toute son attention. Nikolai sortit un document plié de sa poche intérieure. Parce que l'agent Torres n'a pas pu me voir au volant ce jour-là, votre honneur. Il était en congé maladie. Ellsworth pâlit visiblement. C'est impossible. J'ai ici une copie du dossier personnel du service de police, obtenu grâce à la loi sur la liberté d'information. Nikolai déplia le document. L'agent Samuel Torres était en congé maladie de 15 jours pour une blessure au dos. Ce congé a commencé 3 jours avant le crime présumé et s'est terminé 4 jours après. Le silence dans la salle d'audience était total. Brenner tendit la main. « Puis-je voir ce document ?» Nikolai lui tendit les documents. Brenner les examina attentivement, son expression devenant de plus en plus grave à chaque seconde. « Procureur Ellsworth, » dit Brenner lentement, « pouvez-vous expliquer comment un agent en congé maladie a pu rédiger un rapport sur un incident dont il aurait été témoin ?» Ellsworth était clairement paniqué, feuilletant désespérément ses papiers. « Il doit y avoir une erreur dans les dossiers. »« Il n'y a pas d'erreur, » dit calmement Nikolai. « En fait, j'ai également une copie du certificat médical du docteur Michael Hansen, de l'hôpital général de Los Angeles, qui confirme que Torres était sous surveillance médicale à la date et à l'heure exacte où il m'aurait vu. » Il sortit un autre document. De plus, j'ai les registres d'admission à l'hôpital, qui montrent que Torres suivait une séance de kinésithérapie de 14h à 16h, soit exactement à l'heure où le crime aurait été commis, à 15h30. La salle était désormais en ébullition. Certains spectateurs se levèrent. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes. Brenner frappa plusieurs fois avec son marteau. « Silence! Silence dans la salle d'audience !» Ellsworth avait des gouttes de sueur sur le front. « Votre honneur, ceci. Je dois vérifier mes dossiers. »« Oh, mais ce n'est pas tout, » dit Nikolai d'une voix toujours calme, mais désormais empreinte d'une autorité qui incita tout le monde à prêter attention. L'accusation a également confirmé que 3 voitures de patrouille ont participé à la poursuite, toutes équipées de caméras en état de marche. Il se tourna vers Ellsworth. « Où sont ces enregistrements? Il y a eu des problèmes techniques? Des problèmes techniques dans 3 voitures de patrouille en même temps ?» Nikolai haussa un sourcil. Quelle coïncidence intéressante. Il sortit une autre pile de documents. « J'ai ici les rapports d'entretien des 3 voitures de patrouille en question. Toutes les caméras fonctionnaient parfaitement et ont continué à fonctionner les jours suivants. En fait, les enregistrements de la période en question existent. » Ellsworth se leva si rapidement qu'elle faillit renverser sa table. « C'est impossible. Les enregistrements ont été perdus. »« Perdus ?» Nikolai sourit pour la première fois. « Ou bien vous ne les avez tout simplement pas demandés parce que vous saviez ce que vous alliez y trouver. » Il se tourna vers Brenner. « Votre honneur, grâce à une assignation judiciaire, j'ai obtenu les enregistrements des voitures de patrouille 247, 189 et 331. Et ils racontent une histoire très différente de celle présentée par l'accusation. » Brenner se pencha en avant. « Et que montrent ces enregistrements? » « Ils montrent qu'il n'y a pas eu de course-poursuite, votre honneur. Ils montrent que je marchais dans la rue lorsque j'ai été abordé. Ils montrent que j'ai coopéré pleinement. Et ils montrent que la voiture en question était abandonnée depuis au moins 1 heure lorsque je suis arrivé sur les lieux. » La salle d'audience était en proie au chaos le plus total. Ellsworth semblait avoir perdu l'usage de la parole. Brenner frappait son marteau à plusieurs reprises. Mais Nikolai n'avait pas fini. Ce qui allait suivre allait non seulement détruire l'affaire, mais aussi toute la crédibilité du service de police local.
Votre honneur, dit Nikolai en sortant un dossier plus épais. J'aimerais également présenter des preuves d'un comportement systématique de la police dans cette affaire. Objection, cria Ellsworth, retrouvant enfin sa voix. Cela n'a aucun rapport. Tout à fait pertinent, répondit Nikolai, car cela montre qu'il ne s'agissait pas d'une enquête négligente, mais d'une tentative délibérée de piéger un innocent. Brenner regarda le dossier épais que Nikolai tenait entre ses mains. Expliquez-vous. Au cours des 18 derniers mois, le département de police de Los Angeles a enregistré 23 cas de vol de véhicules dans cette région. Dans 21 de ces cas, de jeunes issus de minorités ethniques ont été arrêtés. Dans 19 de ces cas, il y a eu des problèmes techniques avec le matériel d'enregistrement. Et dans 17 de ces cas, le seul témoignage de la police provenait d'agents qui se sont avérés par la suite ne pas avoir été sur les lieux. Nikolai s'avança vers le jury. Il ne s'agit pas d'un cas isolé d'enquête bâclée. Cela fait partie d'un schéma systématique où des jeunes comme moi sont choisis comme boucs émissaires faciles. Il ouvrit le dossier. J'ai ici les noms, les dates et les détails de chaque affaire. J'ai des registres indiquant quels agents étaient réellement en service à chaque date. Et j'ai des documents prouvant que le même groupe d'agents est responsable de ces erreurs à plusieurs reprises. La salle était désormais plongée dans un silence total, non pas par manque d'intérêt, mais parce que tout le monde était complètement absorbé par ce qu'il entendait. De plus, continua Nikolai, j'ai ici les déclarations sous serment de 3 jeunes gens qui ont été arrêtés dans des affaires similaires et qui admettent avoir été contraints d'accepter de plaider coupables pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Ellsworth tenta de se lever, mais ses jambes la lâchèrent. Elle retomba sur sa chaise. Et enfin, dit Nikolai, dont la voix résonnait dans la salle silencieuse, j'ai un enregistrement qui explique exactement pourquoi j'ai été choisi comme cible. Il se tourna vers le système audio de la salle d'audience. Avec la permission de la Cour, j'aimerais vous faire écouter un enregistrement d'une conversation entre les agents Rodriguez et Martinez, dans laquelle ils discutent de cette affaire. Brenner acquiesça, visiblement fasciné malgré sa position. Le son emplit la salle. 2 voix masculines discutèrent de manière informelle. « Nous devons clore cette affaire rapidement, Rodriguez. Je sais, mais nous n'avons rien de concret. Et ce gamin étranger, le Petrov? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Il était dans le quartier, une famille d'immigrés, aucune connexion politique. Le bouc émissaire idéal. Mais il n'a rien fait. Et alors, qui va le croire? C'est notre parole contre la sienne. » À la fin de l'enregistrement, le silence était si profond qu'on pouvait entendre les gens respirer. Puis Nikolai reprit la parole, la voix chargée de l'indignation contenue de quelqu'un qui a été victime d'une injustice systématique. « Mesdames et messieurs les jurés, vous venez d'entendre la vérité. Je n'ai pas été arrêté parce qu'il y avait des preuves contre moi. J'ai été arrêté parce que je suis un choix facile, un jeune immigrant sans relation politique. » Il fit une pause, regardant chaque membre du jury dans les yeux. L'accusation a bâti tout ce dossier sur des faux témoignages, des preuves fabriquées et une enquête délibérément insuffisante. Elle comptait sur le fait que personne ne remettrait sa parole en question. Elle comptait sur le fait que je n'aurais pas les ressources nécessaires pour me défendre correctement. Nikolai se tourna vers Brenner. « Votre honneur, je demande non seulement le rejet immédiat de cette affaire, mais aussi l'ouverture d'une enquête pénale sur l'ensemble de l'unité responsable de cette enquête. » Brenner regarda Ellsworth, qui tremblait visiblement. « Procureur, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Ellsworth tenta de parler à plusieurs reprises avant d'y parvenir. « Votre honneur, l'État, demande une suspension d'audience pour... » « Rejeté, dit Brenner fermement. « Sur la base des preuves présentées, cette affaire est immédiatement classée. » Il frappa une fois avec son marteau. « De plus, j'ordonne que toutes les preuves présentées par M. Petrov soient transmises au procureur général pour enquête pénale. » La salle explosa. La moitié des personnes présentes criaient leur indignation face aux crimes révélés, l'autre moitié applaudissait Nikolai. Les journalistes se précipitèrent vers les portes pour appeler leur rédaction. Brenner continua de frapper son marteau. « Monsieur Petrov, approchez du banc. » Nikolai se dirigea vers le banc du juge. Brenner se pencha vers lui et lui parla à voix basse, mais suffisamment fort pour que les micros puissent capter ses paroles. « Jeune homme, je vous présente mes excuses personnelles pour le traitement que vous avez subi aujourd'hui et pour le système qui a failli vous trahir. Vous avez fait preuve de plus d'intégrité et de compétences juridiques
que de nombreux avocats expérimentés que j'ai vus dans cette salle d'audience. Il fit une pause. « Où avez-vous appris tout cela ?» Nikolai sourit. « En observant, votre honneur, et en comprenant que lorsque le système vous fait défaut, vous devez apprendre à le faire fonctionner. » « Eh bien, dit Brenner, j'espère sincèrement que vous envisagerez une carrière dans le droit. Le système a besoin de personnes comme vous. »« Merci, votre honneur, mais j'ai déjà pris ma décision. Je vais obtenir un diplôme en droit, puis je reviendrai défendre d'autres jeunes qui se retrouvent dans la situation où je me trouvais aujourd'hui. » Lorsque Nikolai quitta le palais de justice, la presse l'entoura immédiatement. Les questions fusèrent de toutes parts. « Comment avez-vous obtenu toutes ces preuves? Avez-vous toujours su que vous étiez innocent? Allez-vous poursuivre le département de police? Qu'est-ce que cela signifie pour d'autres affaires similaires ?» Nikolai s'est arrêté sur les marches du tribunal. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, il a décidé de s'exprimer ouvertement devant la presse. « Au cours des 6 derniers mois, depuis mon arrestation, j'ai consacré tout mon temps libre à étudier cette affaire, a-t-il déclaré. Non pas parce que je savais que j'étais innocent, je l'ai toujours su, mais parce que j'ai compris que la seule façon de prouver mon innocence était de dénoncer tout le système corrompu qui m'avait conduit ici. » Un journaliste lui a crié « Comment un adolescent a-t-il pu obtenir des preuves que des enquêteurs professionnels ont manquées ?» Nikolai a souri tristement. « Ils ne les ont pas manquées, ils les ont délibérément ignorées. La différence, c'est que je ne pouvais pas me permettre d'ignorer quoi que ce soit. Et quelle est la prochaine étape? La prochaine étape est de veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Ni à moi, ni à aucun autre jeune qui est différent, qui a un accent, qui vient d'une famille d'immigrés. » Un journaliste a demandé « As-tu un message pour les autres jeunes qui se trouvent dans une situation similaire ?» Nikolai a réfléchi un instant. « Oui. Apprenez à connaître le système. Étudiez-le. Comprenez-le. Parce que lorsque le système essaie de vous écraser, la seule façon de survivre est de le connaître mieux que ceux qui le font fonctionner. » Sa mère, Yelena, est apparue à ses côtés, les yeux remplis de larmes de fierté et de soulagement. « Mon fils, dit-elle en anglais, afin que tout le monde puisse l'entendre, tu as fait honneur non seulement à notre famille, mais aussi à tous ceux qui sont venus dans ce pays en quête de justice. » Nikolai la serra dans ses bras. « Ce n'est que le début, maman. Maintenant, le vrai travail commence. » Au cours des mois qui suivirent, l'histoire de Nikolai fit sensation dans tout le pays. Les agents Rodriguez, Martinez et Torres furent inculpés de plusieurs chefs d'accusation. Des dizaines d'affaires antérieures ont été rouvertes. 3 jeunes qui avaient été contraints d'accepter un plaidoyer de culpabilité ont vu leur condamnation annulée. Nikolai a reçu des offres de bourses d'études de Harvard, Yale, Stanford et d'autres universités prestigieuses. Il a choisi l'UCLA pour rester près de chez lui et de la communauté qui avait besoin de son aide. Pendant ses études de droit, il a fondé le Equal Justice Project, une clinique juridique gratuite spécialement destinée aux jeunes immigrants et aux minorités faisant l'objet de poursuites pénales. Le projet s'est rapidement étendu à d'autres villes. 3 ans plus tard, l'avocat Nikolai Petrov était de retour dans la même salle d'audience, cette fois pour représenter Maria Santos, une jeune fille de 17 ans accusée à tort de trafic de drogue dans une affaire qui ressemblait de façon troublante à la sienne. Le juge Brenner, qui avait profondément changé depuis ce jour décisif, l'a accueilli avec un respect sincère et une admiration non dissimulée. « Bienvenue, Dr Petrov. C'est un honneur de vous revoir dans ma salle d'audience. »« Merci, votre honneur. Je suis heureux d'être de retour. » Car c'est ce que la salle d'audience était devenue pour Nikolai. Non plus un lieu où il avait été humilié et presque détruit, mais l'endroit où il avait découvert sa véritable vocation. Le lieu où un jeune étranger avait prouvé que la justice ne connaît ni frontières, ni accent, ni origine, lorsque quelqu'un est prêt à se battre pour elle. Et chaque fois que Nikolai entrait dans cette salle pour défendre quelqu'un que le système avait oublié ou maltraité, il se souvenait des mots qu'il avait entendus le premier jour. « Ce n'est pas un club de débat, petit. » Non, pensait-il en regardant la nouvelle affaire se dérouler devant lui. C'est quelque chose de beaucoup plus important. C'est là que la vérité trouve sa voie, peu importe d'où elle vient. C'est là que la vraie justice se fait, non pas grâce à des titres ou à des positions, mais grâce au courage d'affronter un système injuste et de le forcer à faire ce qui est juste. Et tant qu'il y aurait des jeunes comme Maria Santos qui auraient besoin d'être défendus, il serait là, emportant avec lui la leçon qu'il avait apprise ce jour-là.
que parfois, pour sauver le système, il faut d'abord être prêt à exposer toutes ses failles. Le garçon qui était autrefois ridiculisé pour son apparence étrangère était devenu le gardien de la promesse américaine d'une justice égale pour tous. Et son histoire continua d'inspirer d'autres jeunes à croire que, quelle que soit la puissance de ceux qui s'opposent à vous, la vérité et la préparation peuvent vaincre tous les préjugés. Mais le parcours de Nikolai ne faisait que commencer. Dans la première affaire qu'il défendit après avoir obtenu son diplôme, il fut confronté à une situation qui allait mettre à l'épreuve non seulement ses compétences juridiques, mais aussi sa capacité à affronter un système encore plus corrompu qu'il ne l'avait imaginé. Maria Santos n'avait que 17 ans lorsqu'elle fut arrêtée lors d'une opération de police dans le quartier où elle avait grandi. L'accusation, trafic de drogue. La preuve, 2 kilos de cocaïne qui auraient été trouvés dans son sac à dos. Le problème, Maria était à l'école au moment de son arrestation, en présence de dizaines de témoins. Mais lorsque Nikolai a commencé à enquêter sur l'affaire, il a découvert quelque chose d'effrayant. L'agent Rodriguez, celui-là même qui figurait sur l'enregistrement qui avait fait scandale quelques années auparavant, était non seulement toujours en service, mais il avait été promu sergent. Et il dirigeait l'unité responsable de l'arrestation de Maria. « Comment est-ce possible ?» a demandé Nikolai au capitaine James Morrison lors d'une réunion tendue au commissariat. Cet homme a été filmé en train de conspirer pour falsifier des preuves. Morrison, un homme corpulent d'une 50aine d'années, avec des cicatrices d'acné et de petits yeux froids, s'est calé dans son fauteuil. « Docteur Petrov, vous devez comprendre que le sergent Rodriguez a été innocenté de toutes les charges qui pesaient contre lui. Une enquête approfondie a déterminé que les enregistrements avaient été sortis de leur contexte. » « Fait sortis de leur contexte ?» Nikolai ne pouvait cacher son incrédulité. « Il a littéralement dit que je serais un bouc émissaire idéal, parce que je suis un immigrant. » « Les interprétations peuvent varier, » répondit Morrison avec un sourire froid. « Ce qui importe, c'est que Rodriguez dirige désormais notre unité antidrogue la plus efficace. Le nombre d'arrestations a augmenté de 300% depuis qu'il a pris les rênes. » Nikolai comprit immédiatement. Rodriguez n'avait pas été puni, il avait été récompensé. Et maintenant, il avait plus de pouvoir pour continuer à faire exactement ce qu'il avait toujours fait. L'affaire Maria prit une tournure personnelle pour Nikolai d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Lors de sa première visite chez la famille Santos, il fut confronté à une situation qui reflétait de manière troublante sa propre jeunesse. Carmen Santos, la mère de Maria, avait 3 emplois pour subvenir seule aux besoins de ses 4 enfants. Le père avait été expulsé 2 ans plus tôt, après avoir été arrêté pour conduite sans permis. Carmen nettoyait des bureaux à l'aube, travaillait dans une laverie pendant la journée et gardait des enfants le soir. « Docteur Petrov, » dit Carmen, les larmes aux yeux. « Maria est une bonne fille. Elle n'a jamais touché à la drogue. Elle veut devenir médecin. Elle étudie tous les soirs jusqu'à tard, même quand je n'ai pas d'argent pour payer la facture d'électricité. Maria était une jeune femme intelligente, pleine de rêves et d'une détermination qui rappelait Nikolai à ses propres débuts. Elle avait été acceptée dans un programme d'été à l'UCLA destiné aux étudiants prometteurs, issus de familles à faible revenu. Elle devait commencer dans 2 semaines, si elle n'était pas en prison. « J'étais en cours de chimie avancée quand ils m'ont arrêté », expliqua Maria lors de sa première conversation avec Nikolai au centre de détention pour mineurs. Le professeur Henderson peut le confirmer. 32 élèves peuvent le confirmer. Nous avons eu un contrôle surprise. Comment aurais-je pu vendre de la drogue et passer un examen en même temps? Nikolai a étudié le rapport de police. Rodriguez affirmait avoir vu Maria vendre de la drogue à plusieurs jeunes pendant la pause déjeuner. Lorsqu'ils se sont approchés d'elle, elle aurait tenté de s'enfuir en laissant tomber son sac à dos contenant la drogue. « Où cela s'est-il passé exactement ?» a demandé Nikolai. « Au Jefferson Park, à côté de l'école », a répondu Maria. « Mais, docteur Petrov, je ne vais jamais au Jefferson Park. Tout le monde sait que c'est dangereux. » Nikolai se rendit au parc le lendemain. C'était effectivement un endroit connu pour ses activités illégales, mais il se trouvait à 15 minutes à pied de l'école. Plus important encore, 3 caméras de sécurité de la ville couvraient toute la zone. Lorsqu'il demanda les enregistrements par les voies légales appropriées, il reçut une réponse familière. Des problèmes techniques ont entraîné la perte des données pour la période demandée. Mais Nikolai avait beaucoup appris depuis sa propre affaire. Cette fois-ci, il était préparé à ce genre d'obstruction.
Grâce à des contacts qu'il s'était faits pendant ses années d'études de droit, il réussit à obtenir une copie non officielle des enregistrements avant qu'ils ne soient perdus. Ce qu'il vit le rendit furieux et déterminé. Les enregistrements montraient Rodriguez et 2 autres agents en train de placer de la drogue dans un sac à dos identique à celui de Maria. On les voyait répéter leur version des faits. Et ils montraient Rodriguez donnant des instructions claires. « Nous avons besoin de plus d'arrestations ce mois-ci. La fille Santos est parfaite, une famille d'immigrants. Une mère qui n'a pas le temps de causer des problèmes et elle est trop intelligente. Les filles intelligentes, issues de familles pauvres, finissent toujours par avoir des ennuis. » Mais lorsque Nikolai a tenté de présenter ses enregistrements au tribunal, il s'est heurté à une résistance inattendue. La juge Patricia Hamilton, qui avait remplacé Brenner dans cette juridiction, a refusé d'admettre les enregistrements comme preuve. « Dr Petrov, dit la juge Hamilton d'un ton glacial, ces enregistrements ont été obtenus illégalement et ne peuvent être utilisés dans cette salle d'audience. »« Votre honneur, répondit Nikolai respectueusement, ces enregistrements ont été obtenus par les mêmes voies légales que celles que j'ai utilisées dans des affaires précédentes. J'ai tous les documents nécessaires. »« Les documents peuvent être falsifiés, rétorqua Hamilton. Je ne permettrai pas que ma salle d'audience soit utilisée pour des attaques infondées contre des agents dévoués. » Nikolai comprit qu'il était confronté à quelque chose de plus grave que la corruption individuelle. Il existait un réseau qui protégeait Rodriguez et d'autres comme lui, un réseau qui s'étendait jusqu'au système judiciaire. Cette nuit-là, Nikolai passa des heures à faire des recherches sur le juge Hamilton. Ce qu'il découvrit le troubla profondément. Hamilton avait été procureur pendant 15 ans avant de devenir juge. Au cours de cette période, elle avait travaillé en étroite collaboration avec les services de police, développant ce que la presse locale avait qualifié de partenariat exemplaire entre le ministère public et la police. Plus troublant encore, Hamilton avait été nommé juge avec le soutien massif du syndicat de police. Sa campagne électorale avait été largement financée par des organisations policières. Nikolai comprit que Maria ne luttait pas seulement contre des agents corrompus, mais contre tout un système conçu pour protéger ses agents. Le matin du procès, Nikolai arriva tôt au tribunal et fit une découverte qui le choqua. Rodriguez était dans la salle, discutant tranquillement avec la procureure Sarah Chen. Lorsque Nikolai s'approcha, Rodriguez lui sourit. « Docteur Petrov, dit-il avec une cordialité feinte, j'ai entendu dire que vous défendiez la jeune Santos. Une affaire intéressante. »« Sergent Rodriguez, répondit Nikolai froidement, je trouve très inapproprié que vous soyez ici à discuter avec l'accusation avant le procès. »« Oh, nous ne discutons pas de l'affaire, dit Rodriguez avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous parlons simplement du plaisir de voir des jeunes prometteurs comme vous mettre leurs compétences au service de, disons, de causes productives. » La menace implicite était claire. Rodriguez envoyait un message, coopérez ou subissez les conséquences. Mais Nikolai n'était plus l'adolescent effrayé d'autrefois. Il se préparait depuis longtemps à ce moment. « Sergent !» dit Nikolai d'une voix suffisamment forte pour que les autres personnes présentes dans la pièce puissent l'entendre. « J'espère que votre présence ici aujourd'hui donnera lieu à un témoignage aussi éclairant que celui que vous avez donné dans mon affaire il y a des années. » Rodriguez perdit son sourire. « Faites attention, docteur. Parfois, ceux qui posent trop de questions découvrent des réponses qu'ils ne veulent pas entendre. »« En fait, dit Nikolai, c'est exactement ce que j'attends. » Lorsque le procès commença, Nikolai fut confronté à une version encore plus sophistiquée de la corruption qu'il avait rencontrée dans sa propre affaire. Rodriguez avait tiré les leçons de ses erreurs passées. Cette fois-ci, plusieurs agents confirmaient sa version. Cette fois-ci, les preuves matérielles étaient plus élaborées. Cette fois-ci, il y avait même un témoin civil, un homme nommé Tony Vargas, qui affirmait avoir vu Maria vendre de la drogue. Mais Nikolai avait lui aussi appris, et il était prêt. « Sergent Rodriguez, dit Nikolai lors du contre-interrogatoire, vous avez déclaré avoir vu mon client vendre de la drogue à Jefferson Park à 12h30 un jeudi, n'est-ce pas? »« C'est exact. Et vous effectuiez une patrouille de routine dans ce quartier? »« Oui. »« Intéressant. » Nikolai s'approcha de la table des preuves. « Car j'ai ici les rapports de patrouille de votre service ce jour-là. D'après ces rapports officiels, vous répondiez à un appel pour violence domestique à l'autre bout de la ville à 12h30. » Rodriguez ne perdit pas son sang-froid. « Les rapports peuvent être erronés.
Cela arrive parfois. Bien sûr, répondit Nikolai. Vérifions donc les autres preuves. Vous avez dit avoir vu mon client parler à plusieurs jeunes avant la transaction de drogue. Oui, c'est exact. Pouvez-vous décrire ces jeunes? Rodriguez donna une description vague de 3 garçons. Merci, dit Nikolai. J'aimerais maintenant appeler quelques témoins. Les 20 minutes qui suivirent changèrent complètement la dynamique du procès. Nikolai appela 6 élèves de l'école de Maria, tous les jeunes que Rodriguez avait décrits comme des acheteurs de drogue. Chacun d'entre eux témoigna qu'il était à l'école à l'heure mentionnée. Chacun présenta des preuves documentées de sa présence. Tests, devoirs horodatés, registres de présence. Et aucun d'entre eux n'avait jamais rencontré Maria avant ce jour-là au tribunal. Mais le coup de grâce fut porté lorsque Nikolai appela son dernier témoin, le docteur Margaret Wilson, la directrice de l'école. « Docteur Wilson, demanda Nikolai, pouvez-vous confirmer où se trouvait Maria Santos à 12h30 le jeudi en question ?»« Bien sûr. Maria était dans mon bureau où elle recevait une bourse d'études qui lui permettait de participer au programme d'été de l'UCLA. » La procureure Chen bondit de sa chaise. « Objection. Cela n'a pas été mentionné dans la communication préalable. »« En fait, si, » répondit calmement Nikolai, en tendant une pile de documents à Hamilton. « J'ai inclus tous les documents scolaires de Maria dans ma demande de communication préalable il y a 3 semaines. Si l'accusation ne les a pas examinés, ce n'est pas mon problème. » Hamilton examina les documents, visiblement irrité. « Continuez, Dr Petrov. Dr Wilson, y avait-il d'autres personnes présentes lors de cette cérémonie? » Oui, outre Maria, il y avait 3 autres élèves, 2 enseignants, un représentant de l'UCLA et un photographe du journal de l'école. Et vous avez pris des photos? Beaucoup de photos, dont plusieurs avec l'horodatage automatique des appareils photo numériques. Nikolai présenta une série de photos montrant Maria recevant le prix exactement à l'heure où Rodriguez affirmait l'avoir vu vendre de la drogue. Le silence dans la salle d'audience était total. Rodriguez était visiblement pâle. Mais Nikolai n'avait pas encore fini. « Votre honneur, dit-il, j'aimerais maintenant aborder la question des drogues qui auraient été trouvées dans le sac à dos de mon client. » « Je vous en prie. » Le sac à dos présenté comme preuve est un sac à dos scolaire standard, de marque Jansport, bleu marine. Selon le rapport de police, il a été trouvé par terre dans le parc après que Maria l'aurait laissé tomber pendant la poursuite. Nikolai s'approcha de la table des pièces à conviction. Cependant, j'ai ici le véritable sac à dos de Maria Santos, celui qu'elle utilisait à l'école ce jour-là. Il souleva un autre sac à dos, gris d'une autre marque, clairement usé et orné de bandes autocollantes que Maria avait collées dessus. Comme vous pouvez le constater, il est complètement différent du sac à dos présenté comme preuve. De plus, ce sac à dos gris a été photographié à plusieurs reprises pendant la cérémonie de remise des prix. La salle explosa de murmures. Hamilton frappa furieusement son marteau. De plus, continua Nikolai, j'ai demandé une analyse médico-légale du sac à dos bleu présenté comme preuve. Les résultats sont révélateurs. Il tendit un rapport à Hamilton. Le sac à dos bleu ne contient aucune empreinte digitale de Maria Santos. Il ne contient aucun ADN de Maria Santos. En fait, les seules empreintes digitales trouvées appartiennent au sergent Rodriguez et à l'agent Chen. Le chaos qui s'ensuivit était indescriptible. Rodriguez bondit de sa chaise en criant quelque chose à propos de la contamination des preuves. Le procureur Chen semblait avoir perdu l'usage de la parole. Hamilton frappait son marteau à plusieurs reprises pour tenter de maintenir l'ordre. Mais Nikolai n'avait pas fini ses révélations. « Votre honneur, dit-il lorsque le silence revint enfin, il y a une autre question que je dois aborder. La question du témoin civil, M. Tony Vargas. Continuez rapidement, hué. Dr Petrov. M. Vargas a témoigné avoir vu Maria vendre de la drogue dans le parc. Cependant, une vérification de ses antécédents révèle des faits intéressants à son sujet. Nikolai sortit une autre série de documents. Tony Vargas a été arrêté 7 fois au cours des 2 dernières années pour possession de drogue. Dans 6 de ces cas, les charges ont été mystérieusement abandonnées après qu'il ait accepté de coopérer avec les autorités. Et dans les 6 cas, l'officier responsable était le sergent Rodriguez. L'implication était claire. Vargas était un informateur qui avait menti en échange de l'abandon des charges qui pesaient contre lui. De plus, continua Nikolai,
J'ai ici des relevés téléphoniques montrant que Rodriguez a appelé Vargas 3 fois au cours de la semaine précédant le crime présumé, dont un appel de 20 minutes la veille du témoignage de Vargas. Hamilton intervint enfin. « Madame Chen, avez-vous quelque chose à ajouter pour défendre votre dossier ?» La procureure Chen était clairement vaincue. « Votre honneur, compte tenu des irrégularités présentées, l'État demande le rejet des accusations. »« Accordé, » dit rapidement Hamilton. « Affaire classée. » Mais Nikolai se leva à nouveau. « Votre honneur, j'aimerais demander une dernière chose. » Hamilton soupira. « De quoi s'agit-il » ? « Je demande que toutes les preuves présentées aujourd'hui soient transmises à la justice fédérale pour enquête criminelle. Cette affaire ne représente pas seulement un cas isolé de faute professionnelle de la police, mais la preuve d'un système de corruption qui nécessite l'intervention des autorités fédérales. » La demande de Nikolai déclencha une série d'événements qu'il n'aurait jamais pu prévoir. En moins d'une semaine, le FBI ouvrit une enquête approfondie sur le département de police de Los Angeles. Rodriguez fut arrêté, ainsi que 5 autres agents. Le juge Hamilton fut suspendu de ses fonctions dans l'attente d'une enquête pour manquement à l'éthique. Mais le véritable changement est survenu lorsque l'histoire de Maria Santos a fait la une des journaux nationaux. La jeune femme qui avait été accusée à tort est devenue le symbole de la nécessité d'une réforme de la police. Son histoire a inspiré des manifestations, des changements législatifs et une réévaluation complète de la manière dont les affaires impliquant des jeunes issus de minorités étaient traitées. Maria a réussi à conserver sa bourse à l'UCLA. 2 ans plus tard, elle étudiait la médecine et obtenait les meilleures notes de sa classe. Chaque semestre, elle travaillait comme bénévole à la clinique juridique de Nikolai, aidant d'autres jeunes confrontés à des situations similaires à la sienne. « Dr Petrov, » dit Maria lors d'une de ses séances de bénévolat, « je pense parfois à ce qui se serait passé si vous n'aviez pas pris mon dossier. » Nikolai la regarda. Elle était désormais une jeune femme sûre d'elle, avec des rêves clairs et les connaissances nécessaires pour les réaliser. « Maria, tu aurais trouvé un moyen. Les gens comme nous trouvent toujours un moyen. Les gens comme nous, les gens qui savent ce que c'est que d'être sous-estimés. Les gens qui comprennent que parfois, il faut se battre 2 fois plus pour obtenir ce que les autres reçoivent automatiquement. » Maria sourit. « Et les gens qui refusent d'abandonner. » Exactement. La clinique de Nikolai continua de se développer. En 5 ans, elle s'étendit à 12 villes différentes. Des centaines de jeunes furent défendus avec succès. Des dizaines de cas de corruption policière furent révélés. Mais l'impact le plus important fut peut-être sur la communauté juridique elle-même. L'histoire de Nikolai inspira une nouvelle génération d'avocats, dont beaucoup étaient également des immigrants ou des enfants d'immigrants, à utiliser le droit comme outil de changement social. Un jour, Nikolai reçut une lettre qui le bouleversa profondément. Elle était signée par un jeune homme du nom d'Ahmed Hassan, un réfugié syrien de 19 ans, qui avait été injustement arrêté pour terrorisme. Dr Petrov, disait la lettre, « J'ai lu votre histoire et celle de Maria Santos. Je suis dans une situation similaire, mais je n'ai pas les moyens de payer un avocat. Pourriez-vous m'aider » Nikolai sourit en lisant la lettre. C'était exactement le type d'affaire qui l'avait motivé à devenir avocat. 2 semaines plus tard, il se trouvait au tribunal pour défendre Ahmed Hassan contre des accusations fabriquées de toutes pièces par le même système corrompu qui avait tenté de le détruire, lui et Maria. Le cycle se poursuivait, mais cette fois-ci, Nikolai se trouvait du bon côté de la barrière. Pendant le procès d'Ahmed, Nikolai a dû faire face à de nouveaux défis. L'affaire impliquait des accusations de terrorisme, ce qui signifiait une surveillance fédérale accrue et une pression politique intense. Les médias ont présenté Ahmed comme une menace, en se basant uniquement sur ses origines et sa religion. Mais Nikolai avait appris que la vérité finit toujours par éclater au grand jour quand on est prêt à se battre pour elle. Le procès dura 3 semaines. Finalement, Ahmed fut complètement innocenté lorsque Nikolai prouva que les preuves contre lui avaient été fabriquées par des agents fédéraux qui cherchaient à améliorer leurs statistiques en matière de lutte contre le terrorisme. Ahmed décida d'étudier le droit. Maria obtint son diplôme de médecine et Nikolai continua à se battre, affaire après affaire, client après client, pour changer le système de l'intérieur. Des années plus tard, lorsque Nikolai repensait à son parcours, il repensait souvent à ce premier jour au tribunal, le jour où un juge avait ri d'un jeune étranger qui avait osé se défendre. Ce jour-là, tout avait changé, non seulement pour Nikolai,
mais aussi pour des centaines d'autres jeunes qui avaient bénéficié de son courage face à un système corrompu. Et chaque fois qu'il voyait un autre jeune être sous-estimé à cause de son apparence, de son accent ou de ses origines, Nikolai se rappelait que parfois la plus grande révolution commence par une seule personne qui refuse simplement d'accepter l'injustice. Le garçon qui était autrefois traité d'étranger était devenu l'un des défenseurs des droits civiques les plus respectés du pays. Et son histoire continuait d'inspirer d'autres personnes à croire qu'avec de la préparation, du courage et de la détermination, tout système injuste peut être changé. Mais l'affaire la plus difficile de Nikolai était encore à venir. 3 ans après l'acquittement d'Ahmed, il reçut un appel qui allait mettre à l'épreuve tout ce qu'il avait appris sur la lutte contre la corruption systématique. L'appelante était le docteur Elena Vasquez, une éminente avocate spécialisée dans les droits civiques à New York. « Nikolai, dit-elle d'une voix tendue et pressante, j'ai besoin de votre aide pour une affaire plus importante que tout ce que vous avez traité jusqu'à présent. » L'affaire concernait un réseau national de corruption qui allait bien au-delà des agents individuels ou même des services. Des agences fédérales, la police locale, des juges et des procureurs étaient tous impliqués dans ce que les enquêteurs appelaient l'opération Clean Sweep, une opération systématique visant les communautés d'immigrants dans plusieurs États. Ils ne se contentent plus de fabriquer des preuves, expliqua Elena lors de leur première rencontre à Los Angeles. Ils créent des identités entières, inventent des antécédents criminels, vont même jusqu'à fabriquer des liens avec le terrorisme. Et tout cela est coordonné par les plus hautes instances. L'ampleur du phénomène était stupéfiante. Plus de 500 jeunes immigrés avaient été arrêtés au cours des 2 dernières années dans le cadre de l'opération Clean Sweep. La plupart avaient accepté des accords avec le procureur plutôt que de contester des accusations qu'ils n'avaient pas les moyens de contester. Ceux qui s'étaient battus se sont retrouvés face à des preuves si élaborées et accablantes que leur condamnation semblait inévitable. « Comment avez-vous découvert cela ?» demanda Nikolai. « Grâce à un lanceur d'alerte, » répondit Elena. « L'agent Marcus Thompson du FBI. Il documente tout depuis des mois, mais il avait besoin de quelqu'un avec votre expérience spécifique pour l'aider à révéler tout cela. » L'agent Thompson était un vétéran du FBI avec 15 ans d'expérience qui était de plus en plus troublé par ce dont il était témoin. Lorsqu'ils se rencontrèrent, il remit à Nikolai une clé USB contenant des milliers de documents. « Dr Petrov, » avait déclaré Thompson, « ce que vous avez révélé à Los Angeles n'était que la partie émergée de l'iceberg. Cette opération implique des agents dans 12 États, des procureurs fédéraux et une coordination au plus haut niveau. L'épreuve était accablante. Des notes internes discutant des cibles optimales en fonction du statut d'immigration et des ressources familiales. Des supports de formation apprenant aux agents comment placer des preuves de manière juridiquement défendable. Il y avait même des allocations budgétaires pour du matériel destiné à des opérations spéciales, un euphémisme pour désigner les drogues et les armes utilisées pour piéger des innocents. Mais le document le plus troublant était une note stratégique qui fit froid dans le dos de Nikolai. Elle mentionnait spécifiquement son propre cas comme exemple, illustrant la nécessité de rendre l'opération plus sophistiquée. « L'incident Petrov démontre le danger de sous-estimer les cibles, » disait la note. « Les opérations futures doivent tenir compte de la possibilité que les accusés soient intelligents et débrouillards. Il est recommandé de multiplier les preuves et d'éliminer les contradictions potentielles. » Ils avaient tiré les leçons de sa victoire. Ils utilisaient désormais ses propres tactiques contre d'autres. Nikolai comprit qu'il ne se battait plus seulement pour des clients individuels. Il luttait contre un système qui avait étudié ses méthodes et s'était adapté pour les contrer. La première affaire concernait David Kim, un étudiant américano-coréen de 20 ans accusé de cyberterrorisme. Les preuves contre lui semblaient irréfutables, des outils de piratage sophistiqués, trouvés en sa possession, des communications avec des groupes terroristes connus et un plan détaillé pour attaquer les systèmes informatiques du gouvernement. Mais lorsque Nikolai a enquêté, il a découvert quelque chose qui l'a glacé. David n'avait pas été choisi parce qu'il était coupable, mais parce qu'il correspondait au profil des cibles de grande valeur établies par l'opération, de jeunes immigrants intelligents pouvant servir d'exemple pour intimider leur communauté. Le procès fit sensation dans les médias. Contrairement à ses précédentes affaires, où il avait lutté dans une relative obscurité,
Celle-ci était retransmise à l'échelle nationale. La pression était immense, et Nikolaï savait qu'un échec détruirait non seulement David, mais discréditerait également tout ce qu'il avait construit. Lors de la sélection du jury, Nikolaï s'est retrouvé face à un panel subtilement influencé par la campagne médiatique du gouvernement. Les questions sur le terrorisme et la sécurité nationale ont dominé le processus. De nombreux jurés potentiels ont ouvertement exprimé leur scepticisme quant à la défense d'une personne accusée d'infractions aussi graves. Mais Nikolaï avait appris à lire les gens. Il savait que la vérité avait le don de trouver un écho, même auprès des publics les plus sceptiques. Son exposé introductif fut différent de tous ceux qu'il avait prononcés auparavant. Au lieu de se concentrer immédiatement sur les preuves, il parla de ce que l'Amérique représentait pour les familles d'immigrants. « Mesdames et messieurs, dit-il, ma famille est arrivée dans ce pays lorsque j'avais 5 ans. Nous sommes venus chercher la promesse qu'en Amérique, on est jugé sur ses actes et non sur ses origines. Cette promesse est aujourd'hui remise en cause. » Il fit une pause, regardant chaque juré dans les yeux. « L'accusation veut que vous condamniez David Kim, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Elle veut que vous ayez tellement peur du terrorisme que vous en oubliez les principes qui font que l'Amérique mérite d'être protégée. » Les arguments de l'accusation semblaient accablants. L'agent Sarah Mitchell présenta méthodiquement les preuves. Des outils de piratage informatique trouvés dans l'appartement de David, des communications cryptées avec des cellules terroristes et des plans détaillés pour des cyberattaques. Mais Nikolaï avait appris à regarder au-delà des apparences. Lors du contre-interrogatoire, il commença à démêler le dossier de l'accusation pièce par pièce. « Agent Mitchell, dit Nikolaï, vous avez déclaré que des outils de piratage sophistiqués avaient été trouvés dans l'appartement de M. Kim. Pouvez-vous décrire ces outils? Divers logiciels conçus pour infiltrer illégalement des systèmes informatiques. Je vois. Et quand ces programmes ont-ils été installés sur l'ordinateur de M. Kim? Mitchell consulta ses notes. Notre analyse indique qu'ils ont été installés sur plusieurs mois. Intéressant. Et pendant cette période, l'appartement de M. Kim était-il sous surveillance? Je ne peux pas parler des opérations de surveillance en cours. Très bien, dit Nikolaï. Mais vous pouvez confirmer que votre agence avait la capacité de surveiller l'activité Internet de M. Kim pendant cette période? Nous disposons de diverses capacités, oui. Donc, si quelqu'un avait installé à distance un logiciel sur l'ordinateur de M. Kim, votre surveillance l'aurait détecté. En théorie, oui. Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? La question resta en suspens. Mitchell ne s'était clairement pas attendu à cette ligne de questionnement. Nikolaï poursuivit « Agent Mitchell, est-il possible que le logiciel trouvé sur l'ordinateur de M. Kim ait été installé à distance par quelqu'un d'autre que monsieur Kim? Objection, s'écria le procureur. Spéculation? Obtenu, dit le juge Morrison, un autre Morrison que le capitaine de police, mais tout aussi peu favorable à la défense de Nikolaï. Mais Nikolaï avait semé le doute. Il passa aux preuves relatives aux communications. Agent Mitchell, vous avez mentionné des communications cryptées entre M. Kim et des organisations terroristes. Comment ces communications ont-elles été décryptées? À l'aide des protocoles de décryptage standard de la NSA. Et qui a effectué ce décryptage? L'agent Rodriguez. Nikolaï se figea. Avez-vous dit l'agent Rodriguez? Oui, l'agent Luis Rodriguez de la division des cybercrimes. S'agit-il du même Rodriguez qui a récemment été arrêté pour falsification de preuves à Los Angeles? La salle d'audience s'embrasa. Le procureur se leva immédiatement. Objection, cela n'a aucun rapport. Mais le juge Morrison était désormais attentif. Je l'autorise. Répondez à la question, agent Mitchell. Mitchell était clairement mal à l'aise. Je pense qu'il s'agit d'un autre Rodriguez. En êtes-vous certain? Insista Nikolaï. Je dois vérifier les dossiers. Je vous en prie. Car s'il s'agit bien du même Rodriguez, cela signifie que la personne qui a décrypté les communications de mon client est actuellement poursuivie au niveau fédéral pour falsification de preuves. Cette révélation provoqua une onde de choc dans la salle d'audience. Pendant la pause, l'équipe de Nikolaï confirma ce qu'il soupçonnait. Il s'agissait bien du même Rodriguez. L'officier qui avait tenté de piéger Nikolaï des années plus tôt avait été recruté par les agences fédérales, précisément pour sa propension à fabriquer des preuves. À la reprise de l'audience, l'accusation commença à s'effondrer.
Nikolai démontra systématiquement que tous les éléments de preuve contre David avaient été traités par des fonctionnaires faisant l'objet d'une enquête pour corruption ou directement liés à l'opération Clean Sweep. Mais le coup de grâce fut porté lorsque l'agent Thompson fut appelé à la barre en tant que témoin de la défense. « Agent Thompson, demanda Nikolai, pouvez-vous parler à la cour de l'opération Clean Sweep ?» Le procureur s'y opposa violemment, invoquant le secret défense, mais le juge Morrison ordonna à Thompson de répondre. S'ensuivirent 3 heures de témoignages accablants. Thompson détailla comment l'opération visait spécifiquement les jeunes immigrés ayant des compétences techniques, comment les preuves étaient systématiquement fabriquées, et comment l'ensemble du programme était conçu davantage pour donner l'impression de lutter contre le terrorisme que pour réellement attraper des terroristes. « En 15 ans au FBI, conclut Thompson, je n'ai jamais vu un tel abus de pouvoir systématique. L'opération Clean Sweep ne vise pas à protéger l'Amérique. Elle vise à créer des boucs émissaires pour justifier des budgets et des carrières. » Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. À son retour, le président s'est levé et a annoncé « non coupable de toutes les charges ». Mais plus important encore, le procès avait exposé l'opération Clean Sweep à l'examen minutieux de la nation. En quelques semaines, des enquêtes parlementaires ont été lancées. Des dizaines d'agents ont été arrêtés. Des centaines de dossiers ont été rouverts. David Kim est devenu, comme Maria Santos avant lui, le symbole de la nécessité d'une réforme systématique. Inspiré par l'exemple de Nikolai, il a lui-même entrepris des études de droit. Des années plus tard, Nikolai a réfléchi au chemin parcouru depuis ce premier jour où le juge Brenner s'était moqué de lui parce qu'il était différent. L'adolescent effrayé qui s'était défendu avec pour seules armes sa détermination et sa préparation était devenu un moteur du changement systématique. Son cabinet juridique s'était développé pour devenir un réseau national. Le protocole Petrov, une approche systématique pour identifier et dénoncer la falsification de preuves, était enseigné dans les facultés de droit à travers tout le pays. Mais le plus important était peut-être que le débat sur la justice aux États-Unis avait fondamentalement changé. L'idée que le fait d'être différent, que ce soit à cause de son accent, de son apparence ou de ses origines, faisait de vous une cible facile, n'était plus acceptable. À l'occasion du 10e anniversaire de son premier procès, Nikolai retourna au tribunal de Los Angeles où tout avait commencé. Le juge Brenner, aujourd'hui à la retraite, l'attendait. « Dr Petrov, dit Brenner, je tenais à vous présenter à nouveau mes excuses pour ce jour-là et à vous remercier. »« Me remercier ? Vous avez appris à un vieux juge que la justice ne consiste pas à faire des suppositions. Elle consiste à écouter la vérité, quelle que soit la personne qui l'a dit. » Nikolai sourit. « Votre honneur ce jour-là a changé ma vie, mais surtout, il m'a appris que même les systèmes les plus puissants peuvent être changés par une seule personne qui refuse d'accepter l'injustice. » En traversant les couloirs du tribunal, Nikolai aperçut une jeune fille latino-américaine assise avec sa famille, visiblement nerveuse à l'approche d'une audience. Il reconnut dans son regard le même mélange de peur et de détermination qu'il avait ressenti des années auparavant. Il s'approcha de la famille et se présenta. « Je m'appelle Nikolai Petrov. Je suis avocat et j'aimerais vous aider si je le peux. » Le cycle se poursuivait. Nikolai avait appris que la justice n'était pas une destination, mais un voyage. Et chaque jeune qui refusait de se laisser intimider par un système conçu pour le réduire au silence rapprochait ce voyage de son objectif. Car au final, la justice se moque de votre accent, de votre apparence ou de vos origines. La justice ne se soucie que d'une seule chose. Êtes-vous assez courageux pour la réclamer,